tonight. Luck be a lady tonight. La saison 2 de Fallout pullule d'easter eggs et de références. Voici une liste des moins évidents, ceux que je n'ai pas évoqués dans d'autres vidéos. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Fallout était de retour sur Prime Video avec la saison 2, et cette fois-ci, la série nous emmène dans un lieu emblématique de la licence, New Vegas. Puisque la série se déroule en 2296, soit 15 ans après les événements de Fallout New Vegas, vous trouverez forcément des lieux et des personnages iconiques, même s'ils diffèrent légèrement de vos souvenirs du jeu. Toutefois, le moindre détail suffit à ravir les fans et vous donnera envie de pointer l'écran du doigt, comme si vous repreniez votre rôle de courrier. Voici une liste des easter eggs et références moins évidents que nous avons repérés dans la saison. Et n'hésitez pas à ajouter les vôtres dans les commentaires, pour le plaisir de tous. Okidoki. Pour commencer, on découvre Novac, l'un des lieux les plus mémorables de Fallout New Vegas. Et qui dit Novac dit Dinky le dinosaure. Dinky ressemble beaucoup à sa version du jeu, on voit vaguement le grand thermomètre. Novac est un concentré de la route 66, de la tête aux pieds, tout comme Dinky. Dinky est inspiré de deux statues de dinosaures géantes de Cabazon, en Californie, Monsieur Rex et Dinny le dinosaure. Cooper évoque l'époque, 25 ans plus tôt, où une femme nommée Darla tenait l'épicerie. Dans Fallout New Vegas, la boutique de souvenirs Dinobite, gérée par Clive Brasco, est plus ou moins l'épicerie. Elle se trouve à l'intérieur de Dinky. On peut même acheter un mini Dinky à emporter chez soi et à exposer. Ou alors, vous pourriez voler les centaines qui se trouvent dans la réserve, mais cela soulève la question. Pourquoi diable avez-vous besoin de 200 dinosaures en plastique? Le nom de Novac vient du panneau No Vacancy devant le motel voisin de celui de Dinky. Seules les lettres Novac sont illuminées. Le courrier peut même y louer une chambre. Le motel est tenu par une certaine Janie Crawford. Dans le jeu, c'est elle qui a vendu la femme de Boone, un potentiel compagnon, à la Légion comme esclave. Dans le premier épisode de la saison, on voit Lucy, fusil de précision à la main, planté dans la bouche de Dinky, là où Boone, dans le jeu, veille sur Novac. Donc, pas de Janimé, pas de Boone, pas de Cliff. Les Khan semblent avoir éliminé tous ceux qui ne sont pas des leurs. Tiens, en parlant des Khan. Les Grands Khan, le groupe de pillards le plus important de Fallout New Vegas, présente une apparence quelque peu différente de celle du jeu vidéo. Dans ce dernier, le joueur peut recruter les Grands Khan pour qu'ils collaborent avec la Légion ou la RNC, ou encore les convaincre de quitter définitivement le Mojave. L'esthétique des Khan mêle fortement celle des Amérindiens et celle des gangs de motards. Ils constituent l'une des factions les plus originales de New Vegas, inspirée par un mélange du gang de motards, Mongol MC, et de plusieurs cultures des Grandes Plaines, comme les tribus Kansa, Osage et Cheyenne. Dans la série, ils sont principalement représentés comme un gang de motards, bien que leur drapeau soit identique à celui du jeu, un clin d'œil que j'ai apprécié. Les Khan étaient surtout connus pour leur production et leur trafic de drogue dans tout le sud-ouest américain. Ils forment une communauté repliée sur elle-même pour de nombreuses raisons. L'une d'elles est que la RNC a peut-être commis un ou deux crimes de guerre à leur encontre. En 2281, ils ont occupé Red Rock Canyon. Bien qu'ils ne soient pas immédiatement accueillants envers le courrier, si vous les aidez et faites preuve de gentillesse, ils finiront par se montrer plus chaleureux. Peut-être même vous accorderont-ils une réduction sur la drogue. Dans la série, un des Khan dit à propos de Cooper, « Ce salaud nous terrorise, nous les Khan, depuis la nuit des temps. » C'est intéressant, j'ai hâte d'en apprendre davantage sur les relations passées de Cooper avec les Khan. Il a manifestement marqué les esprits des habitants de cette partie des Terres Désolées. Aucun épisode de début de saison se déroulant dans le désert ne serait complet sans que Marty Robbins n'interprète Big Iron pendant que la violence fait rage. Cette chanson est emblématique des fans de Fallout New Vegas, au point de connaître une seconde vie éclatante au XXIe siècle. C'est un véritable clin d'œil au jeu. J'ai adoré l'entendre dès le début, et quoi de mieux pour accompagner la scène de combat de la goule. À un moment donné, Lucy et Cooper se retrouvent à explorer un Starlight Drive-In désert, une chaîne de cinéma drive-in qui existait dans toute l'Amérique des années 2070. Dans Fallout 4, le joueur peut acquérir l'un de ces drive-in et l'utiliser pour développer sa colonie. Cela rappelle aussi Séance de science-fiction de minuit, la quête qui débloque le DLC Old World Blues, très apprécié dans Fallout New Vegas. Bien que, techniquement, ce lieu soit appelé par un autre nom. Cooper aperçoit ce qui reste de l'enseigne et constate que l'un des derniers films projetés ici était l'un des siens, A Man and His Dog 3. C'est un petit détail charmant.
Avant la guerre, Cooper rencontre Moldaver dans un restaurant de Bakersfield pour discuter de la suite des événements, après avoir appris que sa femme compte bien provoquer un holocauste nucléaire. Pendant leur discussion à voix basse, Jenny, de l'autre côté du restaurant, s'amuse à taper sur des écureuils coiffés de petits chapeaux de l'armée rouge chinoise. Ce jeu, tape communiste, a été introduit dans l'univers de Fallout 4 via Nuka World. Les joueurs peuvent même le construire eux-mêmes dans leur colonie, s'ils le souhaitent. L'apparence est légèrement différente dans les jeux, mais l'esprit est toujours là. On voit le père de Maximus en train de bricoler un purificateur d'eau dans le jardin de leur maison. Je l'ai tout de suite reconnu, car il ressemble trait pour trait au petit modèle de purificateur d'eau que les joueurs peuvent construire dans Fallout 4. Un homme délirant arrive à Shady Sands en marmonnant sans cesse. Patrouiller dans le Mojave, ça donne presque envie d'un hiver nucléaire. C'est une réplique culte que de nombreux soldats de la RNC prononcent dans Fallout New Vegas. Elle est devenue un mème pour les fans de Fallout depuis 2009, et je ne m'attendais certainement pas à ce qu'elle soit référencée de façon aussi explosive. Lorsque la bombe de Shady Sands est sur le point d'exploser, les parents de Max le conduisent à l'intérieur de leur réfrigérateur et enferment la porte, afin de lui donner les meilleures chances de survie. Il s'agit sans doute d'une référence à la quête L'enfant dans le réfrigérateur de Fallout 4, elle-même une référence à une rencontre aléatoire dans les terres désolées de Fallout New Vegas. Après avoir libéré les habitants de l'abri 31 de leur chambre cryogénique, Norm doit trouver un moyen d'empêcher la panique générale. Il proclame le Reclamation Day, en référence au jour prédit de l'ouverture des abris et de la reconstruction de la civilisation par leurs habitants. Fallout 76 débute le jour du Reclamation Day, lorsque le joueur sort de l'abri 76 à Flatwood, en Virginie occidentale. L'abri 76 est l'un des 17 abris de contrôle, l'un de ceux que Barb évoquait la saison dernière. L'épisode 3 s'ouvre sur un atelier clandestin où travaillent les enfants, dirigé par Thaddeus dont l'apparence laisse à désirer. Il prétend être une goule, mais les fans de la série soupçonnent sans doute le virus à évolution forcée d'être responsable de son état, car on ignore ce que le docteur Chicken Lover a bien pu injecter à notre cher Thaddeus la saison dernière. Les enfants décapsulent des bouteilles de Sunset Sarsaparilla, une boisson très populaire avant la Grande Guerre, surtout dans le sud-ouest américain. Thaddeus fait probablement cela pour amasser des capsules, ce qui est déjà une raison suffisante en soi. Mais pour un fan inconditionnel de Fallout New Vegas, ces capsules de Sunset Sarsaparilla revêtent une signification particulière. Dans le jeu, le courrier peut se retrouver embarqué dans une course mortelle pour collecter les capsules lors d'une quête intitulée La Légende de l'Étoile. Un prix exceptionnel est en jeu, et les habitants du Mojave et d'ailleurs sont prêts à tuer pour l'obtenir. Le prix se révèle être une histoire racontée par un robot, 1500 capsules et 319 badges de shérif adjoint Sunset Sarsaparilla, qui n'ont aucune valeur monétaire. Où sont les autres ? Demande la goule à la capitaine Rodriguez de la RNC. Ici, il n'y a que nous. Après avoir jeté un coup d'œil à la carte du désert de Mojave, je dirais que nous sommes au poste de garde forestier Charlie. Prime, visible en arrière-plan, est un excellent point de repère. Avez-vous repéré les montagnes russes ? Il s'agit du Desperado, qui fait partie du Bison Steve Hotel et Casino. Prime abrite également le casino Vicky Evans. Dans Fallout New Vegas, le Bison Steve est tombé aux mains de prisonniers évadés du pénitencier de la RNC, les Powder Gungers. Les habitants de Prime se cachent dans le casino Vicky Evans. Imaginez Bonnie and Clyde en moins bien. L'une des solutions envisagées pour la ville est de rejoindre la RNC afin de bénéficier de sa protection contre les menaces des terres désolées. Est-ce ce qui s'est passé ici ? Dans le jeu, Vegas et ses environs regorgent de soldats et de citoyens de la RNC, des métayers aux Rangers, en passant par les soldats du rang. Et maintenant, il ne reste plus que ces deux-là. Et ils sont coupés du reste de la RNC depuis 10 ans. Cooper a raison, la RNC est dans un piteux état. Rodriguez affirme qu'ils sont en train de gagner la guerre contre la Légion. On va la croire sur parole. Salut les nouveaux Sécuritrons. Maximus et Paladin Harkness se retrouvent aux prises avec un Sécuritron. Dans le jeu, le modèle PDQ-88B est le Sécuritron standard chargé de maintenir l'ordre dans les rues de New Vegas. Au début du jeu, les visages des Sécuritrons ressemblent à ceux de policiers de dessin animé, mais si le courrier met à jour le système d'exploitation, ces visages se transforment en visages de soldats, comme celui que Maximus et Harkness affrontent. Donc, en supposant qu'il y ait une certaine synergie avec le jeu, cela signifie que, quel que soit le vainqueur de la seconde bataille du barrage Hoover, la mise à jour logicielle a bien été déployée. Cette mise à jour augmente l'efficacité au combat des Sécuritrons de 235%. Heureusement qu'il y a les armures assistées, pas vrai ? Le marteau de guerre à propulsion que Harkness prête à Maximus est appelé Super Marteau dans le jeu. C'est généralement l'une des armes de mêlée les plus puissantes des titres récents. Il est du plus bel effet ici, et il est sacrément pratique. Maximus doit avoir un sacré talent au corps à corps pour terrasser un paladin de la confrérie d'un seul coup. Bravo mon pote, une garde de plus ou de moins, c'est pas la mer à boire.
Quand on retrouve Norm et sa joyeuse bande d'employés de Voltec, ils sont tous réunis autour d'un camion de livraison d'avant-guerre, en train de déguster des macaronis au fromage Blamco, un plat incontournable des jeux d'avant et d'après-guerre. J'imagine que le goût s'estompe un peu quand on mange un plat vieux de 200 ans et desséché. Quelle texture en bouche. Le docteur Chicken Lover retourne chez lui. Enfin, bon, chez lui. Apparemment, il s'agit d'un stand de tacos perdu au fin fond du désert de Mojave, assez près de Vegas pour que Hank s'y soit rendu à pied en costume impeccable. Le bon docteur fait des avances à un Protectron, un des robots Robco les plus courants de l'Amérique d'avant-guerre. Ils étaient utilisés pour divers services publics, comme la lutte contre les incendies et la sécurité du métro. Certains les programmaient également. Dans le jeu, James Garrett vous demande de dénicher des individus bien précis pour servir d'escorte aux clients exigeants de l'Atomic Wrangler. Une fois tous les individus trouvés, il y a une dernière requête, un robot sexuel. Après avoir récupéré une holobande avec la programmation adéquate, vous pouvez l'insérer dans un Protectron qui obéit désormais au nom de Fisto. Merci bien, préparez-vous à prendre place, cowboy. Lorsque Norm réalise que le sang sur le mur du siège régional de Voltec est frais, un employé de Voltec, fraîchement décongelé, déclare qu'il a besoin de fabriquer une arme, faisant référence à la possibilité de créer et de personnaliser ses propres armes dans Fallout 4 et Fallout 76. Il va encore plus loin en se retournant et en attrapant un ventilateur de bureau pour s'armer. On adore cette référence à un mème. Dans Fallout 4 et Fallout 76, les ventilateurs de bureau sont recherchés pour leurs vis et engrenages, parfois utilisés dans la construction de colonies, mais plus souvent pour modifier les armures et les armes. Surtout après la sortie de Fallout 4, la blague récurrente était « Je me balade avec mon sac rempli de ventilateurs de bureau pour pouvoir construire un réacteur nucléaire. Franchement, je préfère un ventilateur à des capsules. Je fais partie du problème, oui. » Ce prix de 1000 capsules est excessif, alors Lucy décide de voler la Dictol. Bien joué, je ne sais pas quel est son niveau en furtivité, mais elle se débrouille plutôt bien. Soudain, elle aperçoit dans la vitrine une véritable merveille, le point assisté. C'est l'arme ultime du combat à main nue, conçue à l'origine pour les équipes de démolition d'avant-guerre. Le point assisté est devenu une arme très recherchée dans ce monde post-apocalyptique. Dans Fallout New Vegas, c'est l'arme préférée de Veronica, votre allié de la confrérie de l'acier. Il est hydraulique et il est redoutablement efficace. Avant de découvrir le visage de notre mystérieux ami vert à la voix de Ron Perlman, un petit clin d'œil au super mutant est offert aux fans quelques minutes auparavant. Alors que Cooper est traîné vers l'abri par son sauveteur, on aperçoit des sacs remplis de sang et de viscères qui pendent un peu partout. C'est un élément de décor souvent utilisé pour les super mutants dans la licence. Dans les jeux, on peut les fouiller et parfois y trouver quelques capsules, des balles ou peut-être quelques morceaux de ferraille utiles. Le plus souvent, ce ne sont que des os et vous savez, du sang. Pendant la petite hallucination joyeuse de Reg, où il imagine une réunion plus palpitante d'un groupe de soutien pour les personnes consanguines, il se lance dans Uranium Fever, le tube des années 50 d'Eldon Britt, un morceau culte de Fallout 4. À propos de ce groupe de soutien pour les personnes consanguines, puisque la série y accorde une grande importance, je suppose que je vais aborder un passage où il apparaît dans l'un des jeux, du point de vue du joueur. Dans Fallout 3, longtemps après avoir quitté l'abri 101, vous pouvez recevoir un message radio de votre meilleure amie d'enfance, Amata Almodovar. Elle vous demande de l'aide car l'abri est plongé dans le chaos depuis votre départ et celui de votre père. À votre retour, vous aurez l'embarras du choix pour gérer la crise de l'abri. Certains veulent rester, d'autres partir, et dans tous les cas, c'est la loi martiale. Certains habitants de l'abri sont même morts entre-temps. Vous pouvez les convaincre de rester, de partir, ou encore de tous les tuer et de les manger, puis d'entasser leur corps au milieu de l'atrium. Bon, d'accord, cette dernière option n'est peut-être pas prévue, mais rien ne vous empêche de l'utiliser. À vous de jouer, profitez bien de votre talent de cannibale. J'ai hurlé d'excitation dès que Cooper a ouvert la boîte. C'est un fusil gosse. Le fusil gosse est présent dans la plupart des jeux Fallout, et même dans quelques projets annulés. Apparu pour la première fois dans Fallout 2, il doit son nom à Johann Karl Friedrich Gauss, un mathématicien, géodésien, astronome et physicien allemand du 19e siècle, qui a contribué de multiples façons aux mathématiques et aux sciences. Le fusil Gauss utilise l'électromagnétisme et le principe du pendule de Newton pour propulser des projectiles cinétiques à très grande vitesse. De nombreuses versions seraient plus justement appelées canons Gauss, car leurs canons sont souvent lisses. En résumé, c'est une arme redoutable, et généralement, il n'y en a qu'une seule dans le jeu. S'il y en a d'autres, elles restent très rares. Après la guerre, ces armes sont souvent utilisées par l'enclave. Mais avant la guerre, l'armée chinoise utilisait des fusils Gauss à lunettes pendant la guerre sino-américaine. C'est un détail, mais j'ai repéré 2 tableaux identiques à ceux du jeu. L'un représente un soldat de la Révolution américaine à cheval dans le bureau de Betty, ou l'ancien bureau de Hank. L'autre, plus abstrait, se trouve derrière le canapé de l'appartement de Steph et Chet. Dans Fallout 4, les personnages joueurs peuvent les construire pour embellir leur colonie, et il semble que le personnage soit Todd Howard.
Super, une apparition de César. Enfin, son cadavre, réduit à l'état de squelette et de haillons de la Légion. Son message à la fois prévisible et parfaitement fidèle au personnage d'Édouard Salot, le héros que les fans du jeu César connaissaient bien. Je suis César, je suis la Légion, tout s'achève avec moi. En parlant de Deadhead, il porte toujours son gant à décharge. Cette arme est exclusive à Fallout au New Vegas et est principalement utilisée par les légionnaires, même si on peut en trouver quelques exemplaires disséminés dans le monde, entre les mains de pillards et autres. Le gant est en quelque sorte une version plus puissante du point assisté, et il inflige plus de dégâts et repousse le joueur encore plus violemment lorsqu'il est touché. Ça en fait beaucoup, j'imagine que toi aussi tu en as vu quelques-uns. Ceux bien sûr qui ne sont pas évidents. N'hésite pas à les référencer dans la zone commentaire. Et sinon comme d'habitude, bisous bisous bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Naï, naï, naï.